il y a cette question existentielle qui revient super souvent quand on observe le comportement humain. Ah oui, ouais. Laquelle? En fait, pourquoi des personnes incroyablement intelligentes, brillantes même, agissent parfois de manière totalement irrationnelle? C'est vrai que c'est un truc qui frappe quand on y pense. Ouais. On a tous en tête des exemples de décisions prises en dépit du bon sens. Ou des paroles, des mots extrêmement durs qu'on prononce sous le coup de la colère. Et qu'on regrette immédiatement après, souvent. Voilà, exactement. Ou encore de ces fameux schémas d'auto-sabotage qui semblent juste impossibles à briser. C'est vraiment un mystère universel. Ça touche absolument tout le monde, du grand patron d'entreprise à l'étudiant en pleine révision. Personne n'est à l'abri. Et c'est justement le point de départ de notre exploration du jour. L'idée, c'est de se plonger dans un ouvrage fascinant qui s'intitule « Le paradoxe du chimpanzé ». Écrit par le docteur Steve Peters. C'est ça. Et pour poser un peu le décor, l'auteur n'est pas du tout un théoricien enfermé dans sa chambre. C'est un psychiatre de très haut vol. Un praticien du terrain, oui. Il a notamment accompagné des athlètes d'élite. Absolument. Il a par exemple aidé le célèbre cycliste Sir Chris Hoy à décrocher l'or olympique. Et il a aussi forgé le mental d'équipes nationales de rugby et de prestigieux clubs de foot de la Première Ligue anglaise. En gros, ces méthodes ont été testées dans des environnements où la pression mentale est littéralement écrasante. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir. Pas du tout. Et le but de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà de la simple théorie médicale. L'idée, c'est de comprendre l'architecture de ce modèle psychologique. De voir comment ça s'articule, quoi. Exactement. De décrypter comment ça fonctionne concrètement dans notre crâne et surtout d'en extraire des outils directement applicables au quotidien. Pour que ceux qui nous écoutent puissent vraiment s'en servir. Voilà. Pour quiconque s'intéresse un peu au développement personnel ou cherche simplement à comprendre ses propres réactions émotionnelles, cet ouvrage propose une grille de lecture assez unique. C'est très différent de ce qu'on lit d'habitude. Ce n'est pas de la psychanalyse complexe ou obscure. C'est plutôt conçu comme un véritable manuel d'utilisation de notre propre cerveau. D'ailleurs, en plongeant dans les premières pages, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la prémisse même de l'auteur. Il part du principe que nous ne sommes pas seuls dans notre tête. Ça fait presque un peu science-fiction, dit comme ça. Grave. Il décrit littéralement plusieurs entités distinctes qui cohabitent à l'intérieur de nous. Et le truc fou, c'est qu'elles passent le plus clair de leur temps à se battre pour attraper le volant de nos actions. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à la neurologie, la différence entre le cortex préfrontal et le système limbique, ce n'est pas une découverte révolutionnaire en soi. Non, bien sûr, c'est de la biologie classique. Mais la grande force de Steve Peters, c'est d'avoir transformé cette biologie qui peut paraître très froide et académique en un véritable jeu de rôle accessible à tous. C'est super visuel en fait. Tout à fait. Il divise notre espace mental en 3 grandes forces opérationnelles. D'abord, on trouve l'humain. L'humain avec un grand H. Voilà. L'humain réside dans le lobe frontal. C'est notre partie purement rationnelle, logique, celle qui cherche un sens à l'existence, qui a des valeurs morales fortes. Celle qui réfléchit avant d'agir. C'est exactement ça. L'humain s'appuie systématiquement sur des faits tangibles pour prendre des décisions. En fait, il représente notre véritable identité. La personne qu'on souhaite consciemment être quand on est calme et posé. Parfaitement résumé. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas seul au volant. Et oui, juste à côté, il y a le fameux chimpanzé. Le chimpanzé qui donne son titre au livre. Lui, il habite dans le système limbique. Et c'est une machine purement émotionnelle. Un instinct primaire en fait. C'est ça. Il n'a qu'un seul et unique but depuis la nuit des temps. Assurer la survie immédiate et la perpétuation de l'espèce. Et le point fondamental à retenir ici, c'est que ce primate pense de manière totalement indépendante de l'humain. Ah oui. C'est un point crucial. Ce n'est pas juste une métaphore pour nos émotions, c'est comme s'il avait sa propre conscience. Exactement. Il a ses propres pensées, ses propres peurs. Il agit de son côté. Il y a une troisième entité aussi, non? Oui, la troisième entité, c'est l'ordinateur. Il englobe d'autres zones du cerveau, comme le lobe pariétal. On peut le voir un peu comme un disque dur géant. Une base de données? Voilà. C'est la zone de stockage de toutes nos mémoires, de nos croyances profondes et de nos comportements automatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'humain et le chimpanzé passent leur temps à entrer de nouvelles données dans cet ordinateur pour s'en servir plus tard. C'est fascinant comme mécanique. Et pour bien illustrer à quel point ces entités sont physiquement et psychologiquement séparées, l'auteur rappelle l'histoire clinique de Finneas Gage. Ah oui, un cas d'école. C'est un grand classique en neurologie, on l'entend souvent. Mais je dois dire que le redécouvrir à travers le prisme du chimpanzé de Peters, ça donne vraiment des frissons. C'est vrai que l'angle change tout. Pour rappeler le contexte, on parle de cet ouvrier des chemins de fer au XIXe siècle. Il travaillait sur un chantier avec des explosifs. Et là, c'est le drame. Une étincelle part au mauvais moment.
Une erreur de manipulation fatale. Exactement. Une énorme barre à mine en fer est projetée à une vitesse folle, et elle lui traverse littéralement le crâne. Elle rentre par la joue et ressort par le sommet du crâne, détruisant une grande partie de son lobe frontal au passage. C'est effroyable. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il a survécu à un traumatisme physique aussi extrême. Il n'est pas mort. Mieux que ça, il pouvait encore marcher, parler, travailler. Ses fonctions vitales étaient intactes. Mais c'est là que ça devient complètement terrifiant. Sa personnalité a été radicalement altérée. Le changement a été spectaculaire selon les témoignages de l'époque. Oui, avant cet accident, ses proches le décrivaient comme un homme hyper responsable. Quelqu'un de très prudent, sobre, un bon père de famille sur qui on pouvait compter. Et après l'accident, Après l'accident, c'est là qu'on voit l'impact direct sur le cerveau. Il est devenu extrêmement agressif, très impulsif. Il était même incapable de se retenir de dire des grossièretés en permanence. en termes simples, dans le modèle du docteur Peters, l'explosion a littéralement détruit son humain. C'est ça, il a perdu la zone rationnelle de son cerveau. Il ne restait plus que la machine émotionnelle aux commandes. Le chimpanzé avait pris le contrôle total du navire, sans plus aucun filtre rationnel pour le tempérer. C'est une illustration tragique, mais extraordinairement claire de cette dualité interne. Ça montre que le chimpanzé existe physiquement en nous. Absolument. Et cela nous amène au paradoxe central qui donne son titre à l'ouvrage. C'est très important, F. Le chimpanzé n'est ni bon ni mauvais. C'est crucial de le comprendre, oui. On a tendance à vouloir le diaboliser. Exactement. Mais il obéit simplement aux lois de la jungle. C'est un animal sauvage, guidé par l'instinct de survie. Et le grand piège dans lequel beaucoup de gens tombent en s'intéressant à la psychologie, c'est de vouloir déclarer la guerre à leurs propres émotions. De combattre le singe. De vouloir essayer de tuer ou de museler ce primate à tout prix. Ce qui est de toute façon impossible, puisqu'il est câblé biologiquement dans notre boîte crânienne, on ne peut pas amputer son système limbique. Surtout pas. Et puis, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide que l'humain. Il réagit en quelques millisecondes. Donc, si on essaye de lutter frontalement contre lui, on perd d'avance. C'est la garantie de l'échec. Le secret de la méthode de Peters repose plutôt sur l'acceptation. On n'est pas responsable de la nature profonde de son chimpanzé. C'est-à-dire, L'analogie qui est souvent utilisée dans le texte et qui marche très bien, c'est celle d'un chien de compagnon. On ne va pas culpabiliser ou se mettre en colère parce qu'un chien aboie quand le facteur s'approche de la maison. ou quand il a peur de l'orage, c'est normal. C'est dans sa nature intrinsèque d'aboyer. C'est ce qu'un chien fait. Par contre, on est totalement responsable de sa gestion. On ne peut pas le laisser mordre tout le monde. Voilà, on est responsable de la façon dont on l'éduque, dont on le tient en laisse dans la rue pour éviter les drames. C'est une super métaphore. Toute l'approche consiste donc à cesser de se blâmer pour ses émotions primaires. Il faut arrêter la culpabilité, mais par contre apprendre à gérer ce primate en adulte responsable. C'est un sacré changement de perspective. Et ce qui saute aux yeux quand on avance dans l'analyse de ce fonctionnement, c'est à quel point la cohabitation entre l'humain et le chimpanzé crée des étincelles au quotidien. Ah oui, dans des situations qui n'ont rien de dramatique à la base. Des situations d'une banalité affligeante même, parce que leurs manières respectives d'interpréter la réalité sont totalement à l'opposé l'une de l'autre. Le grand écart. Complètement. Le chimpanzé va traiter chaque information à travers le prisme des impressions, des intuitions fulgurantes. Il a une forte tendance à la paranoïa et au réflexe de défense. Il est toujours sur le qui-vive. C'est ça. Il a besoin de réagir en une fraction de seconde pour ne pas se faire manger par un prédateur, même si ce prédateur est complètement imaginaire dans notre monde moderne. Donc il saute constamment sur des conclusions hâtives. Alors que l'humain fonctionne à un rythme complètement différent. Oui, l'humain a une approche de scientifique. Il cherche la vérité, il fait rassembler des preuves, croiser les faits avant d'établir un plan d'action logique. Ce choc d'interprétation est permanent dans nos têtes. D'ailleurs, il y a un exemple très parlant abordé par l'auteur concernant un couple, John et Pauline. Ah oui, l'histoire de la voiture Bach. Exactement. Imaginez un dimanche matin, tout ce qu'il y a de plus classique. Un voisin se gare très mal et bloque complètement l'allée de leur maison. Ça commence bien. Face à ça, John commence par utiliser son humain. Il reste hyper calme, il va voir le voisin, lui demande poliment de déplacer sa voiture, le voisin s'excuse, déplace le véhicule. Bref, tout se passe super bien, problème résolu. Jusque-là, gestion parfaite. Il le fait de manière totalement factuelle, juste pour partager l'information, sans aucune agressivité. Sauf que Pauline, à ce moment-là, est peut-être en train de cuisiner ou elle a la tête ailleurs. Elle n'est pas très réceptive. Voilà, elle lui répond de manière un peu abrupte, genre « Oh, c'est pas très grave », et elle passe à autre chose sans même lever les yeux de ce qu'elle fait.
Et c'est à cet instant précis que le drame intérieur se noue. En l'espace d'une demi-seconde, les deux entités dans la tête de John vont analyser la réaction de Pauline de manière radicalement différente. C'est fascinant à décortiquer. Le chimpanzé de John, lui, se sent immédiatement attaqué. Pour lui, cette réponse un peu sèche est perçue comme un manque de respect flagrant. Une agression directe. Dans sa logique de jungle, son territoire vient d'être envahi par une voiture étrangère. Sa compagne ne le soutient pas face à la menace, donc il perd son statut au sein de la tribu. Tout en scénario catastrophe. C'est ça. Il va s'offusquer, son rythme cardiaque s'accélère, il est prêt à déclencher une dispute monumentale juste pour un simple manque d'écoute passager. Et pendant que le singe s'emballe, l'humain John tente d'analyser la situation avec la froideur d'un ordinateur. Quels sont les faits? Les faits sont très simples. Pour l'humain, le problème de la voiture est déjà réglé, le voisin s'est excusé, fin de l'histoire. Quant à Pauline, elle est visiblement concentrée sur une autre tâche et n'est tout simplement pas d'humeur à écouter une anecdote à cet instant précis. Rien de personnel, en somme. Exactement. La conclusion de l'humain tombe sous le sens. Il n'y a absolument aucune raison d'en faire un drame ou de gâcher un beau dimanche matin en famille. Mais tout l'enjeu de la santé mentale de John réside dans une seule question fatidique. Va-t-il laisser son chimpanzé ou son humain ouvrir la bouche en premier pour répondre à Pauline? C'est toujours celui qui parle en premier qui dicte la suite des événements. C'est une situation tellement familière, on a tous vécu ce genre de décalage. Mais par contre, ça soulève une vraie interrogation. Comment notre cerveau fait-il pour savoir s'il doit réagir avec la logique de l'humain ou avec la panique du chimpanzé la fois suivante, face à une situation similaire? C'est une excellente question. C'est là que le fameux concept de l'ordinateur, la troisième entité, intervient pour nous faire gagner du temps, non? Tout à fait. C'est tout l'enjeu de la programmation neuronale dont parle le livre. L'ordinateur est une zone de stockage qui est neutre par nature, mais les programmes qu'on y insère quotidiennement vont dicter nos réactions futures sans même qu'on s'en rende compte. Comme des logiciels qu'on installe. C'est ça. Le texte donne l'exemple d'un employé nommé Adam. Adam doit faire face à un patron particulièrement exigeant et parfois très critique sur son travail. Genre de situation bien stressante au bureau. Exactement. Si Adam laisse son chimpanzé gérer la toute première critique de ce boss, le primat va évidemment paniquer devant ce qu'il perçoit comme un prédateur en costume. Logique de survie. Il va donc généraliser la menace à l'extrême, et c'est là qu'il va implanter ce que le Dr Peters appelle un gremlin dans l'ordinateur. Un gremlin, j'adore le terme. C'est ce petit programme toxique qui tourne en tâche de fond dans notre esprit. C'est exactement ça. C'est une croyance totalement irréaliste et surtout très destructrice qui se retrouve littéralement gravée dans le disque dur de notre mémoire. Ça ressemble à quoi concrètement, le gremlin d'Adam? Ça deviendrait une boucle de pensée du genre « tous les patrons sont des tyrans, mon boss m'en veut personnellement, mon emploi est constamment en danger, je suis vraiment un incapable ». L'enfer au quotidien. Et le pire, c'est que dès que le patron entrera dans la pièce la prochaine fois, l'ordinateur lancera automatiquement ce gremlin. Ça déclenchera des sueurs froides et de l'angoisse bien avant que le patron n'ait même ouvert la bouche pour dire bonjour. Ça explique tellement de réactions de stress anticipatoires. Mais alors il y a une alternative. Mathilde d'Adam lui dictera de manière factuelle une pensée bien plus utile. Par exemple, ce manager précis manque parfois de tact et a tendance à être pointilleux. Ce n'est pas du tout une attaque contre ma valeur personnelle. C'est juste son style de management qui est comme ça. C'est beaucoup plus apaisant comme perspective. Et le pilote automatique ajoutera « Je dois simplement m'y préparer professionnellement et vérifier mes dossiers 2 fois avant nos réunions pour éviter les frictions. » La différence de charge mentale et de qualité de vie entre ces deux programmes, le gremlin et le pilote automatique, est absolument colossale sur le long terme. C'est le jour et la nuit. Ça change complètement la trajectoire d'une carrière, oui. Et d'ailleurs, en lisant les passages sur l'ego du chimpanzé, j'ai aussi réalisé à quel point ce primate peut être d'une mauvaise foi absolue. C'est impressionnant. Ah, la mauvaise foi du singe, c'est un grand classique. Il est capable de réécrire l'histoire avec un aplomb hallucinant pour ne jamais, au grand jamais, admettre ses torts. C'est vraiment l'une des parties les plus drôles, mais aussi les plus révélatrices de ce fonctionnement interne. Tu as un exemple en tête? Oui, l'exemple de l'étudiant qui échoue à un examen important. Si on écoute la réflexion humaine, qui est certes douloureuse, mais factuelle et logique, elle consisterait à se regarder honnêtement dans un miroir et à admettre les faits. C'est-à-dire? À se dire « Bon, je n'ai pas assez travaillé, j'ai passé beaucoup trop de temps à sortir avec mes amis, mon organisation pour les révisions était vraiment mauvaise, je dois changer de méthode pour la prochaine fois. » Ça, c'est ce qu'on appelle la prise de responsabilité rationnelle. C'est l'humain qui parle.
Mais pour le chimpanzé, le logiciel est différent. Ah, ça on peut le dire. Pour le chimpanzé, admettre un échec est littéralement perçu comme une faiblesse mortelle. N'oublions pas que son ego est intimement lié à sa survie dans la meute. S'il a l'air faible, il se fait rejeter par le groupe, donc il refuse catégoriquement d'avoir tort. Alors, il va se mettre à fabriquer des excuses monumentales pour se donner le beau rôle. Il m'a commencé par attaquer l'extérieur de manière classique. Le professeur était incompétent, le programme de cette année n'était pas clair, ou carrément le barème de notation était truqué. La faute aux autres, toujours. Exactement. Et s'il le faut, il va blâmer l'univers entier. Il dira que l'année a été particulièrement difficile à cause de la météo, ou que l'éclairage dans la salle d'examen était mauvais et lui faisait mal aux yeux. Il ne recule devant rien. Et le pire, c'est que l'ouvrage souligne qu'il peut aller jusqu'à invoquer des excuses totalement absurdes, genre « c'est parce que mon cochon d'Inde est tombé malade il y a 3 mois, ça m'a profondément perturbé psychologiquement ». C'est hilarant, dit comme ça. C'est n'importe quoi. Mais du moment que cela protège son ego fragile de la dure réalité de l'échec, le chimpanzé valide l'excuse. Bien que ce soit présenté avec beaucoup d'humour, cela illustre un biais cognitif majeur et très sérieux, l'erreur fondamentale d'attribution. Ah, intéressant. Comment ça marche ? En gros, quand notre chimpanzé échoue, c'est systématiquement la faute des circonstances extérieures. C'est la malchance, les autres, le contexte. Mais quand ce sont les autres qui échouent, notre chimpanzé juge que c'est forcément parce qu'ils sont incompétents ou paresseux. Deux poids, deux mesures, toujours. Tout à fait. Le grand travail de l'humain consiste donc à démasquer cette mauvaise foi au quotidien, à observer la réalité avec courage et à assumer ses actes sans se réfugier derrière des excuses farfelues comme l'histoire du cochon d'Inde. C'est vraiment l'unique voie vers la progression personnelle et l'apprentissage véritable. C'est vrai que cette mécanique de mauvaise foi est fascinante à décortiquer. On s'y reconnaît tous un peu. Mais quand on referme ce chapitre, on se dit forcément « Ouf, d'accord, c'est bien beau de savoir qu'on a un primate un peu paranoïaque dans le crâne. » La prise de conscience, c'est la première étape. Oui, mais j'en fais quoi concrètement lundi matin au bureau ? Surtout face à un collègue qui devient hyper agressif en réunion ou un client mécontent qui hurle au téléphone. Comment on applique toutes ces belles théories dans le monde réel ? C'est là que le modèle prouve toute son efficacité pratique, notamment dans la gestion des conflits interpersonnels. C'est très concret. L'une des règles d'or à retenir immédiatement, c'est que face à une personne qui hurle, qui se montre soudainement agressive ou totalement déraisonnable, Oui, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas l'individu rationnel qui s'exprime, ce n'est pas son humain, c'est son propre chimpanzé interne qui a pris les commandes de son cerveau. il a été déclenché par quelque chose. Voilà. Il a perçu une menace, qu'elle soit réelle ou complètement imaginaire, et son instinct de survie lui dicte d'attaquer. Face à un tel comportement, la pire erreur stratégique possible, c'est de répondre soi-même avec de l'émotion, de l'indignation ou de la colère. Parce que si on fait ça, on lâche carrément la laisse de son propre chimpanzé. Exactement. Et le résultat est systématiquement désastreux. On se retrouve avec deux primates féroces qui se hurlent dessus au beau milieu de la jungle du bureau. Et adieu la réunion productive. Tad. La tactique recommandée par le livre est de ne jamais réagir à chaud. Il faut laisser passer la tempête émotionnelle. Mais c'est pas facile de rester silencieux face à quelqu'un qui crie. C'est très difficile, oui. Mais le chimpanzé d'en face a un besoin vital de vider son sac d'émotions pour s'épuiser. C'est mécanique. Il faut l'écouter sans le contredire brutalement. Un peu comme on rassurerait un animal effrayé. On encaisse sans juger. On laisse la pression retomber. Et une fois que l'intensité émotionnelle redescend, que le calme revient, alors, et seulement alors, on peut s'adresser à nouveau à l'humain de cette personne. Et là, on utilise des arguments logiques et factuels. C'est une approche vraiment redoutable pour désamorcer les crises de communication. Mais bon, pour réussir à maintenir son propre humain fermement aux commandes pendant que quelqu'un vous crie dessus, il faut être sacrément ancré intérieurement. Il faut de l'entraînement, c'est certain. Et pour ça, l'ouvrage propose un exercice que j'ai trouvé profondément bouleversant. C'est très inattendu. Il s'agit du concept de la pierre de vie ou de la force de vie. Ah oui, c'est l'un des passages les plus forts de la méthode. C'est censé être le cœur nucléaire de notre univers psychologique. Et l'exercice mental pour la trouver est d'une simplicité désarmante, mais d'une intensité folle. Comment tu le décrirais ? En gros, on doit s'imaginer sur son propre lit de mort, à l'âge vénérable de 100 ans. Il ne nous reste plus qu'une toute petite minute à vivre avant la fin. C'est le moment fatidique. L'ultime instant de vérité. Et soudain, un arrière-arrière-petit-fils ou une petite fille s'approche de notre lit et nous demande un unique conseil, la grande leçon pour réussir sa propre existence basée sur toute notre vie.
La quintessence de notre expérience. Voilà. Et la réponse qui jaillit spontanément en notre esprit à cet instant très précis, que ce soit sois heureux, profite de chaque instant, aide les autres, ou même ne t'inquiète pas pour ce que pensent les gens. Ce conseil ultra condensé, c'est notre véritable force de vie. C'est magnifique. C'est vraiment le fondement de nos valeurs rationnelles profondes. Et ce qui est fort, c'est l'enseignement qui en découle. Oui, ça agit comme un véritable électrochoc de conscience. L'idée est la suivante. Si on ne vit pas notre propre quotidien en suivant rigoureusement ce conseil, le conseil exact qu'on donnerait à la personne qu'on aime le plus au monde sur notre lit de mort, alors on vit dans le mensonge. On se trahit soi-même. Cela signifie qu'on laisse le chimpanzé, avec ses petites obsessions ridicules de statut social, ses peurs du jugement ou son ego mal placé, ruiner la seule existence qu'on a. C'est une claque monumentale quand on y pense. Avoir cette pierre de vie clairement identifiée et surtout gravée en profondeur dans son ordinateur interne, c'est ce qui permet à l'humain de garder le cap lorsque les tempêtes émotionnelles se lèvent. C'est l'encre absolue pour ne pas dériver. Exactement. Face à un conflit trivial au bureau, l'humain se rappelle sa pierre de vie et réalise que cette dispute n'a strictement aucune importance à l'échelle d'une vie. Ça désamorce le chimpanzé instantanément. Et justement, pour s'assurer que cette encre tienne bon jour après jour, il y a une routine pratique qui est fortement conseillée dans le livre. C'est ce que l'auteur appelle le temps de mise au point. Indispensable, oui. J'aimerais qu'on s'y attarde un peu parce que c'est vraiment le mécanisme d'entretien de tout ce système psychologique. On ne peut pas juste lire le concept et espérer que ça marche tout seul. Absolument, c'est la clé de voûte de l'application à long terme. Comprendre la théorie ne suffit pas. Il faut activement recabler le cerveau. Comment ça se passe en pratique ? Le temps de mise au point, c'est l'idée de prendre quelques minutes d'isolement total chaque jour, idéalement en fin de journée ou le soir, au calme. C'est un moment exclusif de réflexion introspective. Un petit scan de la journée. On va scanner les 24 dernières heures, oui. Et l'objectif est de se demander le plus honnêtement possible. À quel moment précis de la journée ai-je surréagi ? Quand est-ce qu'une émotion négative comme la colère ou l'angoisse m'a pris en otage de façon totalement disproportionnée ? En gros, on repère les moments spécifiques où le primate a brutalement arraché le volant des mains de l'humain. C'est tout à fait ça. Et la meilleure manière de le faire, c'est de tenir un petit journal. Ça peut être mental, mais c'est bien plus efficace de l'écrire. De poser les mots sur le papier. Oui. En notant ces petits incidents quotidiens, l'humain observe avec recul les schémas récurrents du chimpanzé. On prend conscience des déclencheurs spécifiques qui nous font dérailler. C'est telle remarque de tel collègue ou telle situation d'attente dans les transports. On identifie les fameux boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. Exactement. Ce temps d'arrêt quotidien, c'est la seule méthode fiable pour repérer l'apparition de nouveaux gremlins toxiques qui se seraient sournoisement infiltrés dans notre ordinateur pendant la journée. Avant qu'ils ne s'installent définitivement. Voilà, le but c'est de les effacer consciemment pour les remplacer par des pilotes automatiques rationnels et sains, comme on l'a vu avec l'exemple d'Adam. Sans cette hygiène mentale très régulière, les mauvaises habitudes émotionnelles reprennent le dessus très très rapidement. C'est un vrai entraînement. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour le cortex préfrontal. C'est exactement la même discipline. Ce parallèle avec le sport est très juste, je trouve. Finalement, si on essaie de synthétiser l'esprit global de cet ouvrage de Steve Peters, ce qui le rend si percutant, ce n'est pas de nous assommer avec une analyse neurobiologique universitaire indigeste. Non, ça se lit de façon très fluide. Il ne se prend jamais pour un traité médical lourd. C'est avant tout un manuel de survie mentale, incroyablement imagé et accessible à tous. Le fait d'incarner nos contradictions internes à travers des figures pop comme le chimpanzé un peu agressif, l'ordinateur super docile ou les vilains gremlins, Ça rend la chose vivante. ça permet de vulgariser des mécanismes psychologiques qui sont à la base extrêmement complexes. Et de les rendre intelligibles, presque ludiques en fait. C'est le triomphe du pragmatisme sur la théorie pure. L'auteur veut des résultats concrets pour ses lecteurs. Et ça marche. On réalise très vite que c'est une lecture indispensable pour quiconque souhaite véritablement reprendre la direction de sa propre existence. Quel que soit l'objectif de la personne. Exactement. Qu'il s'agisse de surmonter la pression d'un quotidien stressant au travail, d'apaiser des relations de couple souvent parasitées par des malentendus ridicules, Ou de naviguer avec plus de finesse dans sa carrière professionnelle sans se braquer à la moindre critique. tout à fait, ou tout simplement d'arrêter d'être le propre artisan de ses échecs chroniques. La fameuse grille de lecture
offre une cartographie super claire pour cesser d'être l'esclave de ses pulsions primitives. Pour devenir enfin la personne que l'on a rationnellement choisi d'être. C'est la promesse finale. Et ça donne vraiment envie de se plonger dans tous les exercices pratiques que propose le livre. Mais d'ailleurs, pour conclure, Oui, en refermant ces pages, ça m'a inspiré une réflexion presque philosophique que je voulais partager. ah, je t'écoute. C'est une question très ouverte pour prolonger notre exploration un peu au-delà du simple individu. Vas-y. Si l'on considère, à la lumière de toutes ces explications fascinantes, que la société moderne n'est finalement qu'une vaste jungle sophistiquée, C'est pas faux. une jungle remplie de chimpanzés très mal gérés qui se promènent en costume-cravate dans des open space, L'image est excellente. que se passerait-il si, dès les bancs de l'école primaire, on enseignait à chaque enfant à identifier, à comprendre et surtout à apprivoiser son propre primate intérieur? Et ça avant même de lui apprendre la grammaire ou les mathématiques de base. C'est une idée révolutionnaire. Je me demande vraiment, est-ce que les innombrables conflits mondiaux, les grandes guerres d'ego politiques ou les luttes de pouvoir économique totalement destructrices ne se résument pas, au fond du fond, à de tragiques problèmes de gestion de chimpanzés à grande échelle? Waouh. C'est une perspective qui donne le vertige, c'est vrai. C'est super profond. Ça fait réfléchir, non? Complètement. Imaginez une société entière, un monde où chaque adulte serait pleinement aux commandes de son propre esprit. Qui serait capable d'apaiser son primate intérieur avant de prendre la parole sur un coup de sang? C'est peut-être ça la prochaine véritable évolution de l'humanité. En tout cas, c'est une excellente piste de réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. Et ça clôture parfaitement notre exploration du jour. Merci d'avoir partagé cette plongée captivante au cœur de notre monde intérieur.